Elle avançait depuis des années avec cette conviction étrange que certaines blessures ne disparaissent jamais, qu'elles changent seulement de forme. Chez Winona Ryder, cette idée n'était pas une théorie, c'était une cicatrice intime qu'elle avait protégée du bruit du monde. Pendant longtemps, elle a refusé d'en parler, par pudeur, par loyauté, par crainte aussi d'être incomprise. Mais aujourd'hui, à 54 ans, elle accepte enfin d'ouvrir la porte qu'elle avait tenue close depuis presque 3 décennies. Et derrière cette porte, il n'y a ni réhabilitation facile, ni revanche, ni justification, il y a un malentendu. Un simple malentendu qui pourtant a suffi à briser un lien que des millions d'admirateurs croyaient indestructible. Quand elle prononce son nom, Johnny, sa voix ne tremble pas. Elle se souvient, elle pèse chaque mot. Et elle précise immédiatement « Je n'ai jamais voulu que l'on réécrive l'histoire. Je veux seulement dire ce qui à l'époque n'a pas été entendu. » Leur histoire avait été un tourbillon, 2 jeunes acteurs propulsés dans un monde qui les dépassait, 2 sensibilités pareilles, à des fils électriques toujours sur le point de s'embraser. On les avait appelés Winona and Johnny, comme s'ils formaient un mythe, comme si leur jeunesse, leur beauté et leur intensité suffisaient à tenir tête au reste du monde. Mais ce que personne ne voyait, c'était la fragilité derrière le vernis, une fragilité partagée presque identique, qui aurait dû les rapprocher, et qui a fini par les éloigner. Ce qu'elle dévoile aujourd'hui n'est pas un secret croustillant, encore moins une accusation. C'est un moment précis, un mot mal compris, une distance qui s'est installée sans qu'aucun des deux ne sache comment la combler. J'aurais dû lui dire, j'aurais dû lui répondre peut-être, mais je me suis tue. Et ce silence a tout changé. Pourquoi maintenant ? Pourquoi briser cette réserve qu'elle avait gardée comme un sanctuaire ? Elle répond simplement « Parce qu'à un moment, il faut arrêter de laisser les autres raconter à votre place. » C'est ce geste-là qui donne tout son poids à sa confession. Winona ne vient pas réécrire l'histoire. Elle vient restituer un instant de vérité, un instant qui lui appartient, un instant qu'elle n'avait jamais offert au public. Alors que sa voix descend d'un ton presque murmuré, 3 questions s'imposent naturellement comme un seuil que le documentaire s'apprête à franchir. Que s'est-il réellement passé ce jour-là entre eux ? Comment un simple mot a-t-il pu devenir une fracture ? Et pourquoi, après tant d'années, Winona Ryder choisit-elle enfin de raconter ce qu'elle avait tué jusque-là ? Elle se souvient encore du bruit autour d'eux. Pas un bruit physique, mais celui plus sourd, plus déroutant, qu'on ressent quand 2 trajectoires se croisent au moment exact où elles ne devaient pas. C'était à New York en 1989, dans un couloir qu'elle décrit comme un endroit sans importance, sauf pour ce qui s'y est passé. Il ne s'était pas cherché, il s'était simplement trouvé. Winona sortait d'une projection privée un peu intimidée par tous ces regards encore enveloppés dans la résonance du film. Johnny, lui, était accompagné d'un ami. Elle l'a aperçu avant même de réaliser qu'elle le regardait vraiment. Il avait cet air comme s'il portait une tempête au fond des yeux mais qu'il refusait qu'elle éclate. Il lui a souri, ou plutôt quelque chose comme un sourire furtif timide, presque gêné. Et c'est à ce moment-là, dit-elle, que tout a basculé. Leur première conversation fut courte. Quelques phrases banales, des mots échangés sans intention, mais chargés d'une énergie qu'aucun des deux ne contrôlait. Johnny dira plus tard « C'était comme si je savais déjà que je la connaissais, alors que je la voyais pour la première fois. » Le soir même, il a demandé son numéro. Non pas avec l'assurance d'une star montante, mais avec la délicatesse d'un garçon qui n'est pas certain d'être à la hauteur de ce qu'il ressent. Elle a accepté. Elle tient à le préciser. Je n'avais pas le sentiment d'entrer dans une histoire d'amour. J'avais juste l'impression de rencontrer quelqu'un qui me comprenait alors que je n'avais pas encore dit un mot important. Les semaines suivantes ont pris la forme d'un ballet improvisé. Ils vivaient tous les deux entre tournage, audition, obligation. Pourtant, ils trouvaient toujours un interstice, un moment volé, un café à l'abri des regards, une librairie poussiéreuse où ils parlaient de tout, sauf d'eux. Ce qui les a rapprochés n'était pas spectaculaire. C'était une série de détails minuscules, presque fragiles, la façon dont Johnny l'écoutait sans jamais l'interrompre. Le silence confortable qu'ils partageaient comme une langue commune. Les lettres courtes qu'il lui envoyait entre 2 plateaux. Son rire, dit-elle, qu'il n'offrait à personne d'autre. Winona, à cette époque, était déjà célèbre. Beetlejuice avait fait d'elle un visage reconnaissable, une icône naissante. Mais elle n'avait que 18 ans.
Et malgré toute sa maturité apparente, elle restait au fond une jeune femme qui apprenait encore à naviguer entre lumière et vulnérabilité. Johnny lui sortait d'années incertaines. Sa carrière avançait, mais il cherchait une direction, une raison d'être, un socle. Winona lui offrait quelque chose qu'il n'avait pas encore eu, un sentiment d'évidence. Quand ils se revoient en quelques semaines après leur première rencontre, Winona porte un manteau trop grand pour elle. Johnny, en la voyant, lui dit doucement « Tu ressembles à quelqu'un qui porte le monde sur les épaules ». Elle rit. Il comprend qu'il a touché juste. C'est dans cette simplicité que leur histoire s'est construite. Sans fanfare, sans scène dramatique, sans déclaration enflammée. Juste deux êtres qui pour la première fois avaient le sentiment qu'ils pouvaient être eux-mêmes. Sans masque, sans posture. Les médias déjà commençaient à s'intéresser à eux. Des rumeurs circulaient, des flashs crépitaient. Mais Winona insiste, ce n'étaient pas les photos qui comptaient. C'était ce qui se passait avant et après, quand le monde n'était plus invité. Dans la mémoire de Winona, une image persiste un après-midi de janvier, une rue encore froide, Johnny marchant quelques pas devant elle puis se retournant soudain pour vérifier qu'elle était là. Ce petit geste, c'est peut-être là que j'ai compris que je n'étais plus seul. Peu à peu, leur rencontre devint une évidence. Ce qu'ils avaient perçu l'un chez l'autre, cette vulnérabilité tremblante, cette sensibilité presque douloureuse, devint un ciment. Ils étaient jeunes, oui, mais ils étaient sincères. Et avant même qu'ils s'en rendent compte, le monde entier parlait déjà de ce couple qui ne ressemblait à aucun autre. On parlait d'une fusion, d'une harmonie mystérieuse, d'un magnétisme difficile à expliquer. Mais derrière cette construction médiatique, derrière les tapis rouges et les interviews soigneusement cadrées, il y avait encore et toujours cette première rencontre de jeunes adultes cherchant un refuge et trouvant presque par hasard une forme de consolation mutuelle. Ce fut le point de départ. Le début de tout ce qui allait suivre les années dorées, les excès, la fragilité et cette fracture silencieuse qu'elle dévoile aujourd'hui. Il y eut un moment au tout début des années 90 où leur duo domina littéralement l'imaginaire collectif. Winona Ryder et Johnny Depp n'étaient plus seulement deux acteurs prometteurs. Ils étaient devenus un symbole. Une sorte d'archétype moderne du couple hollywoodien fait de contrastes de douceur et d'une intensité que l'on ne savait pas décrire autrement que par un simple mot électrique. Winona venait de tourner Edward Scissorhands. Tim Burton, fasciné par sa fragilité lumineuse, lui avait offert un rôle qui semblait écrit pour elle. Johnny, quant à lui, y incarnait Edward, ce personnage à la fois tendre et inquiétant sculpté dans un imaginaire gothique qui deviendra pour lui une signature artistique. Le film sort en 1990. C'est un choc, un succès critique immense, un conte moderne qui, sans jamais le dire franchement, parlait de différence de solitude, de ce besoin humain d'être enfin compris. Johnny portait ce rôle comme une seconde peau, se souvient Winona. Et elle ajoute, quand on tournait, j'avais parfois l'impression que ce n'était plus lui, qu'il vivait vraiment dans la peau d'Edward. Le public y vit autre chose, la chimie entre eux. Une évidence à l'écran, une alchimie presque troublante, tant elle semblait naturelle. Le monde découvrit alors ce que savait déjà depuis plusieurs mois, ils n'étaient plus simplement amoureux. Ils formaient un duo artistique singulier, fragile à la croisée de deux sensibilités rares. Dans les années qui ont suivi, tout s'accélère. Winona enchaîne Mermaids, puis Dracula de Coppola. Elle devient l'une des grandes actrices de sa génération célébrée pour son instinct, sa maturité, sa capacité à jouer des personnages tourmentés sans jamais les caricaturer. Elle reçoit une nomination aux Oscars. Les magazines parlent d'elle comme de la voix de sa génération. Johnny, de son côté, cherche à s'éloigner de l'image de beau gosse fabriquée par la télévision. Il veut être pris au sérieux, il veut jouer différemment, il veut casser les codes. Sous l'aile de Burton, il s'engage dans une série de rôles audacieux, atypiques, presque risqués. Cry Baby, Arizona Dream. Il refuse les facilités, il refuse l'évidence. Je voulais être fidèle à ce que je ressentais, pas à ce qu'on attendait de moi, expliquera-t-il plus tard. Et pendant qu'ils construisent ces carrières brillantes, ils avancent ensemble. On les voit partout premiers de tapis rouge, remerciés dans les discours de remise de prix, photographiés dans les rues de Los Angeles comme deux adolescents un peu égarés, dans un monde trop vaste pour eux. Mais au cœur de cette lumière, il y avait une vérité que peu de gens percevaient, leur gloire n'était pas seulement un privilège. C'était une pression, un poids constant.
une exposition permanente qui lentement, insidieusement commençait à changer la texture même de leur quotidien. Winona, déjà très jeune, se battait contre la timidité, contre ce sentiment de ne jamais être vraiment à sa place. Elle avoue aujourd'hui « Je pouvais affronter les caméras, mais j'avais plus de mal avec l'idée que tout le monde croyait tout savoir de moi. » Johnny lui cherchait un équilibre précaire entre liberté artistique et attente du milieu. Il avait ce besoin presque viscéral de rester fidèle à lui-même. Mais plus il devenait célèbre, plus les exigences autour de lui s'intensifiaient. À cette époque, les médias construisaient leur légende amoureuse avec une fascination presque maladive. On parlait d'eux comme d'un mythe naissant. On suivait le moindre de leurs gestes. On écrivait même sur leur peau Winona Forever, ce tatouage devenu emblématique qui pour beaucoup représentait un engagement absolu, une promesse gravée dans le temps. Pourtant, derrière cette image parfaite, il y avait une réalité beaucoup plus humaine. Leur couple vivait à un rythme qu'aucun être humain ne peut vraiment supporter. Tournages séparés, interviews incessantes, voyages permanents, attentes contradictoires. Deux carrières qui montaient si vite qu'elles finissaient parfois par s'éloigner sans qu'ils s'en rendent compte. Mais à ce moment-là, rien ne le montrait encore. Au contraire. Les années 1990 semblaient leur appartenir entièrement. Winona devenait la muse d'une génération. Johnny devenait l'anti-héros le plus fascinant d'Hollywood. Et ensemble, ils semblaient écrire une histoire d'amour qui défiait l'industrie elle-même. Leur gloire pourtant n'était pas un refuge. Elle était une tension permanente. Une lumière trop vive qui finira par révéler les fissures que personne ne voulait voir. C'est dans cette période dorée, où tout semblait possible, où rien ne semblait pouvoir les atteindre, que naissent les premières ombres, de petites incompréhensions, de minuscules silences, un mot mal interprété, une absence plus longue que prévu. Ce sont ces détails-là presque invisibles au début qui vont bientôt bouleverser ce que des millions de fans croyaient éternel. Ils avaient tout pour eux. C'est du moins ce que le public croyait. Deux jeunes acteurs au sommet, une histoire d'amour devenue icône des sourires captés par les caméras. Et pourtant, derrière les flashs, quelque chose commençait à se défaire, lentement, silencieusement. Ce n'était pas une crise, pas encore. C'était un glissement, une suite d'infimes décalages qui mis bout à bout changeaient doucement le paysage intérieur de leur relation. Mais alors, quand est-ce que tout a commencé à dérailler? Winona ferme les yeux un instant. Elle cherche le moment exact. Elle hésite, puis dit « Je crois que c'est arrivé sans que nous nous en rendions compte. Il y avait tellement de bruit autour de nous que nous avons cessé de nous entendre. » À mesure que leur carrière prenait de l'ampleur, leur calendrier se transformait en labyrinthe. Johnny tournait à Phoenix pendant que Winona assistait à une première à Londres. Elle volait vers New York, lui repartait vers Los Angeles. Des fusées lancées dans des directions contraires. Les appels se faisaient plus courts, les lettres moins fréquentes, les silences plus lourds. Pourtant, à chaque retrouvaille, il y avait encore ce regard, ce lien, cette étrange certitude que rien ne pouvait vraiment les séparer. Mais ce n'était plus pareil. Quelque chose, une ombre rapide, un frémissement intérieur venait troubler ce qui avait autrefois semblé si simple. Winona, dans ses souvenirs, parle d'un dîner. Rien d'extraordinaire. Un restaurant discret, une table au fond. Il pleuvait dehors, mais elle dit que ce détail n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'elle a ressenti ce soir-là. Il était là, mais pas vraiment. Comme si Johnny portait avec lui un poids qu'il ne disait pas. Comme s'il cherchait les mots et qu'aucun ne lui convenait. Ce soir-là, il a parlé de fatigue, de pression, de ces voix qui autour de lui le tiraient dans tous les sens. « Je commence à perdre pied », aurait-il murmuré. Elle a posé sa main sur la sienne, mais elle avoue aujourd'hui. « Je n'ai pas entendu l'appel à l'aide derrière ces mots. Je pensais qu'il avait seulement besoin de dormir. » De son côté, Winona aussi vacillait. L'explosion de sa célébrité si soudaine l'avait prise de court. Elle ne savait plus si elle devait se protéger et s'expliquer, ou simplement disparaître un moment pour respirer. Mais elle ne le disait pas. Elle ne le disait jamais. Et puis il y eut cette soirée. Ce soir-là, celui que Winona raconte sans trop entrer dans les détails. Une dispute. Pas exactement. Un mot trop sec peut-être. Un silence trop long certainement. Johnny revenait d'un tournage difficile. Elle s'apprêtait à repartir pour une interview importante. Ils se sont croisés dans un couloir comme deux étrangers pressés qui n'ont plus le même rythme. Il lui aurait demandé « Tu as une minute ». Elle lui aurait répondu « Pas maintenant. S'il te plaît, pas maintenant. » C'est là que le malentendu est né.
dans ce minuscule espace entre une phrase et une autre, dans cette minute qui n'a pas eu lieu. Winona ne voulait pas dire non. Elle voulait dire « Donne-moi quelques heures, je reviens vers toi, je suis juste débordée, submergée, nerveuse. » Mais Johnny, déjà fragile, déjà bousculé par une industrie qui le tirait de toutes parts, l'a vécu comme une distance brutale. Pourtant, il s'aimait encore, profondément. Mais l'amour parfois ne suffit pas à éclairer les zones d'ombre, surtout quand chacun s'enferme derrière ses propres peurs. Les semaines suivantes, ils tentent de recoller les morceaux. Mais inversement, plus ils essaient, plus la fracture s'élargit. Un regard évité, une phrase interrompue, un message laissé sans réponse. Tout prenait une couleur différente. Une couleur qu'ils n'avaient jamais connue. Et autour d'eux, les médias s'en mêlaient. Des rumeurs, des articles trop intrusifs, des spéculations sans fondement. Personne ne savait ce qui se passait vraiment, mais tout le monde croyait avoir la réponse. Johnny lui devenait plus insondable, comme s'il cherchait une issue sans savoir où elle se trouvait. Winona de son côté se repliait. Elle avait peur de dire un mot de travers, peur de déclencher une tempête qu'elle ne pourrait plus contrôler. Ce soir-là, Winona le dit presque en chuchotant. « C'est là que j'ai compris que quelque chose s'était cassé, pas entre nous mais autour de nous, et que nous n'avions plus les outils pour le réparer. Les fissures n'étaient plus invisibles. Elles étaient là bien réelles, incrustées dans leur quotidien. Et bientôt, elles allaient s'élargir jusqu'à devenir un véritable gouffre. Il y a des séparations bruyantes, théâtrales, où tout éclate. Et puis, il y a celles qui se déroulent dans une quasi-immobilité, comme si les émotions trop lourdes pour être prononcées restaient coincées dans la gorge. La leur appartint à cette seconde catégorie. La fracture n'a pas commencé par un cri, ni par un geste brutal. Elle a pris la forme d'un effondrement intérieur lent, presque imperceptible. Johnny, épuisé par la pression croissante de Hollywood, sombrait dans un état qu'il ne savait plus nommer. Winona fragile tentait encore de tenir debout alors que sa propre carrière devenait une mécanique implacable. Ce fut une période de tempête, mais une tempête silencieuse. Les tabloïds, eux, hurlaient à la rupture imminente. Ils inventaient, exagéraient, accusaient. Ils prétendaient savoir. Mais ils passaient à côté de l'essentiel. Ce qui se jouait n'était ni une trahison, ni un scandale, ni un choix soudain. C'était l'usure, c'était l'incompréhension. C'était ce malentendu minuscule à l'origine qui avait grandi jusqu'à occuper tout l'espace entre eux. Winona se souvient d'une nuit particulièrement lourde. Elle avait reçu un appel. Johnny voulait la voir. Sa voix faible, presque brisée, disait seulement « Je ne sais plus comment faire, je me perds ». Elle est venue immédiatement. Quand elle l'a trouvé, il était assis sur un canapé dans une pièce à moitié éclairée. Pas d'alcool renversé, pas de chaos matériel. Juste un homme qui ne trouvait plus la sortie de son propre labyrinthe. Elle s'est assise près de lui. Il n'a pas relevé la tête. Pendant de longues minutes, ils n'ont pas parlé. C'est ce silence-là, ce silence paralysant qui résonne encore aujourd'hui dans la voix de Winona lorsqu'elle le raconte. Je voulais lui dire que j'étais là, que je le comprenais, mais chaque mot me paraissait insuffisant. Johnny, lui, n'a jamais raconté ce moment publiquement. Mais ceux qui étaient proches de lui l'ont vu sombrer, chercher un refuge accéléré pour ne plus ressentir. Il multipliait les nuits sans sommeil, les errances créatives, les impulsions qu'il regrettait quelques heures plus tard. Puis survint l'épisode que la presse ne tarda pas à déformer. Une soirée, un trop-plein, une colère mal dirigée. Rien contre Winona, rien contre personne. Juste cette accumulation de tensions, de fatigue, d'incompréhension qui finit par éclater dans un hôtel new-yorkais. Les journaux parlaient d'un acte destructeur, mais Winona insiste, ce n'était pas de la violence, c'était du désespoir. Et dans ce désespoir, leur couple déjà fragile vacilla pour de bon. Elle avait peur, non pas de lui, peur pour lui. Peur de ce qu'il devenait, de la manière dont l'industrie l'abîmait, dont la célébrité l'usait, dont le miroir public déformait tout ce qu'il ressentait. Elle raconte un dernier dialogue, celui qui pour elle a scellé la fin. « Je ne veux pas te perdre », lui dit-elle. Et Johnny, les yeux baissés, répond « Je crois que je me suis déjà perdu, Winona, et je ne veux pas t'entraîner avec moi. » Cette phrase, elle l'a gardée longtemps comme une écharde. Ils se sont quittés sans se quitter. Il n'y a pas eu de rupture officielle, pas de communiqué, pas de scène finale. Ils ont simplement cessé d'avancer ensemble. Comme deux silhouettes prenant des chemins parallèles, convaincus que l'autre méritait mieux que le chaos intérieur qu'elle portait. Winona, après la séparation, s'est retrouvée face à elle-même. Elle avait 20 ans et portait déjà une douleur qui dépassait son âge. Elle sombra dans un épisode dépressif profond qu'elle a évoqué bien plus tard, avec une sincérité désarmante. Elle se souvenait de ces nuits longues, étouffantes, où elle relisait leurs lettres, où elle revoyait leurs photos,
cherchant à comprendre à quel moment exact tout s'était fissuré. Johnny, lui, se réfugia dans le travail, dans l'excès, dans une fuite en avant. Il devenait ce mélange étrange de sensibilité et de défiance, comme s'il refusait désormais d'être atteint. Son tatouage Winona Forever, devenu Wino Forever, alimenta des milliers d'articles. Mais pour Winona, ce détail n'avait jamais été une moquerie. C'était sa manière de survivre, de rire un peu de la douleur. Je l'ai compris plus tard. Ce qui les a séparés n'était pas un événement spectaculaire. C'était un effondrement progressif. Une fracture nourrie par la peur, la fatigue et ce fameux malentendu qui un soir avait pris plus de place que leurs sentiments. La crise était passée. Mais ces traces, elles allaient durer des années. Après une rupture, il y a toujours un moment suspendu. Un moment où les repères se brouillent, où l'on cherche l'autre dans des gestes minuscules, dans des habitudes qui ne sont plus les nôtres. Pour Winona comme pour Johnny, ce moment a duré longtemps. Bien plus longtemps que ce que l'on imagine lorsque l'on pense à deux icônes hollywoodiennes séparées par les projecteurs. Winona d'abord a disparu des radars pendant plusieurs mois. Non pas volontairement, dit-elle. Je n'ai pas choisi de m'effacer. Je n'avais simplement plus la force d'être visible. Elle ne tournait plus. Elle refusait les interviews. Elle restait chez elle entourée de quelques amis proches, comme si le silence était devenu une protection nécessaire. Elle parlait peu, elle dormait mal. Elle relisait certaines lettres qu'il s'était échangées des mots simples, parfois maladroits, mais toujours sincères. Et chaque fois, une même phrase lui revenait. À quel moment avons-nous cessé de nous entendre ? Son entourage la voyait glisser vers ce qu'elle n'osait pas encore appeler une dépression. Elle ne l'avouera que des années plus tard dans une interview rare presque murmurée. J'ai touché le fond. Et j'ai compris que je devais apprendre à me reconstruire seul. Johnny lui a réagi différemment. Il travaillait. Il enchaînait les tournages comme on aligne des briques pour empêcher un mur de s'écrouler. Il fumait trop, dormait trop peu, vivait trop vite. Ses proches racontent un homme constamment sur le fil déterminé à ne rien montrer de ses failles. Mais son regard lors des promotions trahissait parfois une fatigue plus profonde. Une fatigue de l'âme. Dans un entretien d'époque discret presque anodin, il laissera échapper une phrase que peu avaient relevée. « J'ai perdu quelqu'un d'important. Et parfois les rôles sont plus simples que la vraie vie. » Ce n'était pas une confession, c'était un aveu fugitif. Un éclat de vérité glissé entre deux réponses convenues. Pourtant, malgré la rupture, ils ne sont jamais devenus étrangers l'un à l'autre. Hollywood aurait aimé écrire cette version, celle où tout s'effondre, où l'on efface l'autre comme on rature un souvenir trop lourd. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y avait encore du respect. Et d'une certaine manière, une forme de tendresse silencieuse. Winona, dans ses années sombres, gardait un œil discret sur ses films. Elle savait ce qu'il traversait. Elle savait aussi que sous ses airs mystérieux, Johnny était un être tourmenté, vulnérable, profondément sensible, parfois trop pour un milieu qui ne pardonne rien. Lui, de son côté, restait attentif à ce qu'elle devenait. Quand elle remportait un prix, il souriait. Quand elle disparaissait de l'écran trop longtemps, il demandait des nouvelles par l'intermédiaire d'amis communs. Jamais directement, jamais frontalement. Juste assez pour rester proche sans franchir la limite qu'il s'était imposée. Les années passant, Winona retrouvera peu à peu son équilibre, grâce à la thérapie, à des rôles choisis avec soin, à un entourage plus solide, à cette maturité qui vient lorsqu'on comprend enfin que certaines blessures ne s'effacent pas, elles apprennent simplement à respirer avec nous. Elle déclarera un jour en regardant en arrière. Il m'a fallu du temps pour accepter que l'amour n'est pas toujours suffisant. On peut aimer quelqu'un immensément et ne pas réussir à l'accompagner dans sa tempête. Johnny lui aussi trouvera ses propres refuges, dans l'art, dans la musique, dans cette manière singulière qu'il avait de transformer chaque fracture en personnage, chaque douleur en matière première pour créer. Il expliquera des années plus tard, quand on traverse un ouragan, on apprend au moins à reconnaître le vent. Peu à peu, le malentendu initial, ce petit mot mal reçu, cette minute volée ce soir-là, où tout a basculé, s'est noyé dans la mer plus vaste de leur vie séparée. Mais il n'a jamais vraiment disparu. Loin des caméras, loin des interrogations du public l'un comme l'autre, on continuait à porter sans amertume ce fragment d'histoire. Non pas comme une blessure, plutôt comme un souvenir essentiel. Une preuve qu'à un moment il s'était trouvé, et que cela, quoi qu'il arrive, ne peut pas être effacé. Lorsque Winona parle aujourd'hui, elle n'accuse pas. Elle n'excuse pas non plus. Elle raconte, avec douceur, avec honnêteté, avec cette lucidité nouvelle qui vient lorsque l'on a survécu à soi-même. La tempête était passée, mais ces traces, elles restaient visibles comme des veines sous la peau.
Et c'est dans ce calme revenu, dans ce silence apaisé, que Winona allait bientôt révéler ce qu'elle n'avait jamais dit à personne, la vérité derrière ce malentendu qui les avait séparés. Il y a des vérités qui mettent une vie entière à trouver leur forme. Winona le sait. Elle a longtemps porté la sienne comme on garde une lettre jamais envoyée, soigneusement rangée, trop lourde pour être lue, trop précieuse pour être détruite. Aujourd'hui, à 54 ans, elle accepte enfin d'ouvrir ce pli scellé depuis des décennies. Sa voix baisse d'un ton. Elle marque une longue pause. Puis elle dit simplement « Le malentendu qui nous a séparés n'était pas ce que tout le monde croit. » Pendant des années, Hollywood a inventé. Les tabloïds ont reconstruit. Certains ont parlé de jalousie, d'autres d'infidélité, d'autres encore d'une incompatibilité profonde. Mais la vérité n'avait rien de spectaculaire. Elle tenait en quelques secondes quelques mots et un silence qui avait pris trop de place. Winona raconte un moment précis. Un après-midi, un couloir. Celui-là même où, quelques années plus tôt, ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle s'en souvient comme d'une boucle étrange, une sorte de symétrie cruelle dans leur histoire. Johnny l'attendait. Elle le savait. Elle venait d'apprendre une nouvelle difficile. Un rôle majeur venait de lui échapper, non pas à cause de son talent, mais à cause d'une image que la presse déjà commençait à malmener. Elle était déstabilisée, nerveuse, envahie par un sentiment d'échec qu'elle n'osait pas révéler même à lui. Lorsqu'elle s'est approchée, Johnny lui a demandé d'une voix douce « Tu vas bien ? Tu peux me parler ?» Elle a répondu trop vite, pas maintenant. Ces deux mots, ceux-là même qui des années plus tard pèsent encore dans sa voix lorsqu'elle les répète. Elle ne voulait pas dire « Laisse-moi ». Elle voulait dire « Je suis trop vulnérable, trop fragile. Laisse-moi respirer 1 minute. Laisse-moi me rassembler. Puis je reviendrai. » Mais elle ne l'a pas précisé. Elle ne l'a pas regardé longtemps. Elle a continué sa route. Et derrière elle, Johnny a entendu autre chose. Une distance, une fermeture, un refus, peut-être même une forme de rejet. C'est là que le malentendu est né. Non pas dans un acte, non pas dans un choix, mais dans cet espace vide entre ce qu'elle voulait dire et ce qu'il a cru comprendre. Winona raconte « Johnny a toujours été d'une sensibilité immense, plus grande que ce qu'il montrait. Et moi je n'ai pas vu que ce jour-là, il était prêt à s'effondrer. Je pensais que j'avais quelques minutes devant moi. Je ne savais pas que c'était précisément ces minutes-là qu'il me demandait. » Sa voix tremble légèrement. Elle respire. Elle reprend. J'ai compris trop tard que ce « pas maintenant » a été pour lui un plus jamais. Ce qu'elle n'avait jamais dit jusqu'ici, c'est ce qui s'est passé plus tard dans la soirée. Elle avait voulu revenir vers lui. Elle avait voulu s'excuser. Elle avait même fait demi-tour dans le couloir. Mais Johnny était déjà parti. Parti avec l'idée qu'elle ne voulait plus porter ses failles, partie avec ce mélange de douleur et de fierté blessée qu'il maîtrisait si mal. Ils n'en ont jamais parlé, jamais vraiment. Ils se sont retrouvés, se sont éloignés, se sont cherchés, mais cette phrase, ces deux mots, étaient déjà devenus une barrière invisible entre eux. Winona murmure alors. « Je crois que nous avons été victimes de notre pudeur. Nous avions tellement peur de nous montrer fragiles l'un devant l'autre que nous avons cessé de nous comprendre. » Elle marque une pause. Puis comme si elle brisait un dernier verrou, elle ajoute « J'aurais dû lui dire que je n'avais jamais cessé de croire en lui, même dans ses moments les plus sombres. Je ne lui ai pas dit. C'est peut-être ça ma plus grande erreur. » Il y a dans ces mots une douceur non résignée, pas de regret amer, pas de remords dramatique. Juste cette lucidité tranquille qu'on acquiert en vieillissant lorsqu'on comprend enfin que certaines histoires ne se terminent pas. Elles se transforment. Ce qu'elles révèlent aujourd'hui n'est pas un secret honteux, ce n'est pas un scandale. C'est une confession humaine simple, intime. Deux êtres hypersensibles, incapables de poser des mots sur leur peur, ont laissé un silence décider à leur place. « Je l'ai aimé profondément, dit-elle enfin, et je pense qu'une part de nous, quelque part, continue de se comprendre même après tout ce temps. » Dans cette phrase, il y a une vérité douce amère, presque immobile. La vérité de ceux qui savent que l'amour n'a pas disparu, il s'est seulement retiré comme une marée discrète. La révélation est là, dans ce constat calme, dans cette blessure refermée, dans cette dernière vérité qu'elle accepte enfin de partager. Les histoires d'amour ne disparaissent jamais vraiment. Elles changent de forme, se replient, se déposent quelque part en nous comme ces grains de poussière dorée que l'on retrouve des années plus tard, au fond d'une vieille enveloppe. L'histoire de Winona et Johnny appartient désormais à cette catégorie-là, une mémoire douce émiettée, jamais tout à fait effacée. Aujourd'hui, chacun vit loin de l'autre, mais cette distance n'a rien d'amer. Elle ressemble davantage à un espace apaisé, un terrain neutre sur lequel aucun des deux ne projette plus d'attente, plus d'exigence, plus de blessures, juste une gratitude discrète.
celle des chemins qui se sont croisés au bon moment même s'ils n'ont pas su rester parallèles très longtemps. Winona, à 54 ans, porte cette vérité avec une sérénité nouvelle. Elle n'en parle ni pour se justifier, ni pour se protéger, ni pour attribuer la faute. Elle raconte pour restituer quelque chose qui lui appartenait depuis trop longtemps, sa version intime humaine. Et elle le fait sans élever la voix, sans rechercher les faits. Elle le fait comme on ouvre une fenêtre après une nuit trop longue. Nous étions jeunes, terriblement jeunes, dit-elle doucement. Nous avons fait ce que nous avons pu avec ce que nous étions. Il y a dans cette phrase une forme de pardon, peut-être même de réconciliation intérieure. Pas avec Johnny, pas avec le passé, avec elle-même. Johnny, de son côté, n'a pas réagi publiquement aux mots récents de Winona. Et peut-être que cela n'a aucune importance. Parce que ce documentaire ne cherche pas à réunir deux personnes qui ont appris à vivre séparément. Il cherche seulement à comprendre ce que cette histoire a laissé derrière elle, une trace fine, profonde, presque invisible pour le monde, mais essentielle pour ceux qui l'ont vécu. La vérité est que leur amour, même bref, a fait partie de ce qui les a construits. Winona est devenue une femme plus lucide, plus ancrée, plus libre. Johnny lui a puisé dans cette période une sensibilité qui continuera de nourrir son jeu, son art, sa manière d'habiter le monde. Il n'est pas exagéré de dire que pendant quelques années, ils ont été le refuge l'un de l'autre avant de devenir, sans le vouloir, le rappel que certains refuges n'existent que pour nous apprendre à marcher seuls. Dans le récit de Winona, il n'y a aucun regret inutile. Juste cette image obstinée, un couloir, une question posée trop timidement et deux mots prononcés trop vite. Tout le reste est nuance. Elle dit « Je crois que si je devais résumer ce que nous avons été, je dirais que nous avons été vrais, même dans nos maladresses. » Le documentaire s'achève sur cette pensée. Une pensée qui n'idéalise rien, qui ne dramatise rien. Une pensée qui reconnaît simplement que l'amour parfois n'a pas besoin de durer pour être sincère. Que certaines rencontres sont faites pour nous éveiller, pas pour nous retenir. Et puis il y a cette dernière image que la voix off laisse flotter. Une image simple, immobile, presque silencieuse. Sur une table, il reste une photo. Deux visages jeunes. Deux regards encore ouverts. Le temps, lui, ne dit plus rien.